grand ami du Centre Charlier, Fraternité Solidarité, nous avait donné cette même conférence à notre université d'Espagne, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, où nous étions cet été. Nous l'avons tellement adoré que nous avons décidé de la rééditer ici. Alors comme vous le savez, la franc-maçonnerie est toujours d'actualité. Dans le journal présent qui est en vente à l'entrée, je vais vous lire le point qui concerne et qui montre à quel point c'est d'actualité. Le point s'appelle « Une secte au cœur de la République ». La fraternelle parlementaire qui cimente des parlementaires de différentes sensibilités politiques appartenant à toutes les obédiences de la franc-maçonnerie s'insurge contre le mauvais coup porté à la République et à la démocratie dans un communiqué publié au lendemain d'une réunion à l'Assemblée nationale sur les alliances dans les régions entre la droite et le Front national. L'interobédience qui ne communique pas au grand jour et devant le corps électoral la liste des frères participant à de telles réunions n'oublie pas de faire savoir aux frères absents que les principes républicains sont incompatibles avec l'idéologie d'intolérance, de xénophobie et de racisme propagée par le Front national. Donc, nous sommes vraiment au cœur de la République et Serge Beckett va vous parler de cette secte. Je vous remercie. Merci. Pour commencer, je dois dire deux choses qui sont strictement personnelles. Il m'arrive d'avoir des cannes de tout, qui sont spectaculaires, mais jusqu'à présent pas mortelles. Donc ne vous affolez pas si vous voyez devenir écarlate, c'est pas grave, ça passe, et puis après je continue. En général, je garde mes esprits assez longtemps pour finir ma conférence. C'est un problème d'allergie, c'est pas dramatique du tout. La deuxième chose que je dois vous dire, pour couper court à toute ambiguïté ou à toute interrogation des personnes présentes sur les qualités que j'ai pour m'exprimer ce soir, et pour que certaines rumeurs, certains bruits soient une fois pour toutes accrédités, j'ai été franc-maçon pendant 5 ans. Donc je sais de quoi je parle. Ce que je le dis parce que j'ai été dans la boutique, je les ai vus travailler. Donc c'est pas du oui-dire, c'est pas ma concierge qui connaît quelqu'un qui a croisé un facteur qui a porté le courrier chez une dame qui connaissait quelqu'un qui avait fréquenté un franc-maçon. C'est moi, j'étais dans la boutique. Donc j'y suis entré pour des raisons spirituelles, enfin je me croyais spirituel, et j'en suis sorti pour des raisons que je me suis aperçu que c'était pas du tout ce que je croyais. Voilà. Donc les personnes qui éventuellement seraient là pour me prendre en défaut ou pour peuvent déjà rengainer cet argument, il n'est pas recevable. Je ne parle pas par oui dire. Je vais vous épargner l'historique de la franc-maçonnerie, je pense que ça intéresse peu de monde, et qu'au fond, ça n'a pas beaucoup de... ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc très rapidement, on peut considérer que la franc-maçonnerie existe à peu près depuis le XVIIe siècle, qu'elle a été réellement, qu'elle est née en Angleterre, pense-t-on, qu'elle a été formalisée au début par un protestant français, fils de protestant français émigré en Angleterre, qui s'appelait Desaguliers. Et ce qui est amusant à noter, si on croit au signe, c'est que la franc-maçonnerie, dès son origine, repose sur une imposture. C'est-à-dire que pendant des siècles, enfin des décennies en tout cas, et au moins pendant 2 siècles, on a célébré comme le fondateur, organisateur de la franc-maçonnerie anglaise, un type qui avait été inscrit dans la franc-maçonnerie tout à fait par hasard, et qui est allé donc pour apprendre qu'il était reçu maçon, et qui est retourné 30 ans plus tard pour dire qu'il ne voulait plus appartenir à l'atelier. Et comme le nom de ce type, que j'ai d'ailleurs oublié, ça n'a aucun intérêt, était un nom un peu intéressant, on a décidé que c'était lui le fondateur de la maçonnerie. En fait, il est allé 2 fois pour y entrer et pour en sortir. À partir de ça, il faut savoir que la franc-maçonnerie est une organisation tout à fait typique des organisations modernes, c'est-à-dire que c'est un tas d'imbéciles manipulés par une poignée de crapules. Voilà. Pour résumer, je pourrais très bien arrêter la conférence maintenant, parce qu'en gros, vous en savez autant que moi.
quelle est l'utilisation de ce tas d'imbéciles manipulés par une collée crapule? C'est toujours la même chose, il s'agit d'une des multiples formes de la présence de Satan dans le monde, qui consiste à essayer de combattre le Créateur avec ses propres armes et de retourner en quelque sorte, d'inverser l'œuvre divine. Bon, ça c'est le grand projet de la franc-maçonnerie, mais il est évident que si vous posez la question à un franc-maçon de bonne foi, ce qui tant est fou, il y en a certainement d'ailleurs en plus, c'est pas ce qu'il vous expliquera. Ce qu'il vous expliquera, c'est qu'il faut travailler au bonheur de l'humanité, au progrès humain et à la formation des hommes. Alors, à partir de là, on a bâti à la fois tout un légendaire et tout un appareil symbolique. Le légendaire, c'est que la franc-maçonnerie serait l'héritière des architectes, enfin des architectes, des premiers architectes de l'histoire, lesquels premiers architectes sont en quelque sorte dans le prolongement de la volonté divine de créer une humanité harmonisée. Les humains, il fallait les faire vivre dans des villes, les villes devaient être construites par des hommes, les hommes étaient des architectes. Les architectes sont donc des gens qui ont concouru au bonheur de l'humanité créée par Dieu, etc. Donc vous voyez que les francs-maçons n'hésitent pas à se réclamer d'une grande antiquité, puisque le premier franc-maçon, finalement, c'était Caïn, fils d'Adam, fondateur des villes, donc déjà ça remonte assez loin, il faut dire. À part nous qui remontons à Adam, la franc-maçonnerie, pratiquement personne n'est plus ancien. À partir de là, les francs-maçons vous expliquent qu'ils sont également les descendants des constructeurs de pyramides, qui sont également les descendants des constructeurs de cathédrales, qui sont les héritiers de la tradition compagnonique. Tout ça est naturellement totalement faux, ça ne repose sur rien. Et d'ailleurs, Oswald Wirth, dans ses travaux sur la franc-maçonnerie, lui qui était un des fondateurs de la franc-maçonnerie spéculative moderne, reconnaît que tout ça n'a aucun sens et que ça n'a aucun fondement historique. On ne sait absolument pas en réalité d'où vient réellement la maçonnerie. On voit bien que c'est un groupe de gens, un groupe d'aristocrates intellectuels qui ont essayé de récupérer des oripeaux symboliques à droite à gauche et de monter une espèce de légendaire et une espèce d'appareil symbolique. Tout ça avec une méconnaissance formidable des sujets. Par exemple, il y a beaucoup de mots maçonniques qui sont des mots d'hébreu mal prononcés, voire même des mots d'hébreu lus de gauche à droite, alors que l'hébreu se lit à l'envers. Donc tout ça n'a aucun sens réel. Tout ça n'est pas du tout fondé. Ce qui est fondé, c'est qu'un certain nombre de gens ont créé un système qui a pour objet d'investir, de subvertir les sociétés humaines, au sens des groupements sociaux humains, des associations, des mouvements politiques, des mouvements culturels, des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux, des mouvements... chaque fois que des hommes se réunissent, les francs-maçons essayent de s'introduire dans cette réunion pour être présents, pour avoir... Alors pourquoi? Pour avoir un pouvoir. Et en réalité, c'est assez curieux parce que si on cherche le sens réel de leur travail, on s'aperçoit que comme tous les trucs qui sont des sens démoniaques, ça tourne en rond. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent avoir un pouvoir pour obtenir du pouvoir qui leur donnera plus de pouvoir en vue d'avoir encore plus de pouvoir. Ce pouvoir ne servant au fond à rien, n'étant appliqué sur rien, sinon sur une transformation de la société qui leur donnera encore plus de pouvoir sur la société. Alors on voit que les francs-maçons sont présents dans tous les domaines de l'activité humaine et de plus en plus dans les domaines modernes. Alors pour parler de la situation contemporaine, il est parfaitement clair que ce qui se passe en ce moment en France, c'est le résultat d'une opération maçonnique à double détente. D'une part, des ateliers français, je dirais, si on peut parler d'ateliers français, enfin d'obédience française, c'est-à-dire essentiellement le Grand Orient de France, et d'autre part d'une obédience internationale qui est la loge d'Ebn Ibrit, qui est une organisation maçonnique, raciste puisque si on n'est pas juif, on ne peut pas adhérer au Ibn Ibrit. Donc quand vous fondez
une société qui est une société dont la base même est l'exclusion raciale ou confessionnelle, appelez ça comme vous voulez. On ne va pas entamer ce soir le débat sur la question de savoir si être juif c'est appartenir à une race, à une confession, à un peuple, à une nation, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est certain, c'est que les juifs, quand ils sont attaqués, disent qu'ils sont attaqués pour des raisons racistes, donc ça veut dire qu'eux se considèrent eux-mêmes comme une race, et par conséquent, s'ils excluent des gens de mouvements ou d'associations auxquels ils appartiennent, c'est bien un comportement raciste. Donc, les Bnei Brit sont une organisation raciste. Et on sait, mais on va y revenir, que cette organisation raciste a décidé de mener la guerre contre le Front National depuis longtemps, et on va s'interroger pourquoi, contre le Front National, contre le mouvement national, contre les idées nationales, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est la même chose. Alors j'ai l'habitude de dire que, en général, ça choque ou ça amuse, et ça choque et ça amuse. J'ai l'habitude de dire que la franc-maçonnerie, c'est une fabrique de juifs synthétiques. C'est une organisation qui a pour but de prendre des gens qui ne sont pas des juifs et de les mettre intellectuellement dans la situation, dans l'idée qu'ils sont d'une certaine manière soumis aux mêmes dangers et aux mêmes aléas que les juifs. Je m'explique. Les juifs appartiennent au peuple élu. Les francs-maçons se considèrent comme un peuple élu, se considèrent comme un groupe d'élus. D'ailleurs, il y a un des grades maçonniques qui est élu Cohen. On ne peut pas faire mieux dans le genre. Ça veut dire qu'ils se cooptent, donc ils s'élisent entre eux, ils se choisissent en fonction de critères qui, au lieu d'être des critères confessionnels ou ethniques ou raciaux ou nationaux, sont des critères d'appartenance intellectuelle. Donc là, il y a encore une fois une espèce de système qui consiste à dire les différences entre les hommes ou les catégories naturelles entre les hommes qui existent, nous les reproduisons, nous qui sommes aussi forts que Dieu, puisque nous sommes capables de créer comme Dieu, et nous reproduisons ces catégories. Et nous considérons que la franc-maçonnerie constitue une forme de peuple élu, puisque les gens qui y sont ont été élus par les gens qui y ont été élus par ceux qui y sont. D'autre part, il est évident que il suffit de lire la littérature spécialisée. Les Juifs considèrent qu'ils sont celles de la terre, ils le disent, souvent, c'est courant, ça fait partie du discours traditionnel. Les francs-maçons considèrent qu'ils sont celles de la terre, qu'ils sont celles de la société, qu'ils sont à la fois l'élément moteur, l'élément intellectuel. La franc-maçonnerie est plus intelligente, elle est plus cultivée. Quand vous parlez des francs-maçons, ils vous expliquent que chez eux, il y a des avocats, des hauts fonctionnaires, des médecins, des architectes, des artistes, des peintres, des musiciens. Ils représentent vraiment la crème de l'élite. Bon. Donc, le sel de la terre. Et la troisième chose, c'est le sentiment de persécution, qui est le ciment qui agglomère les membres de la maçonnerie comme les membres de la communauté, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment la conviction que le monde entier les déteste et que donc ils doivent se tenir les coudes et faire face à l'hostilité du monde entier, et ça c'est le cas naturellement des Juifs. Il faut bien reconnaître que depuis un certain temps, le monde entier leur a pas donné beaucoup de raisons de changer d'avis, et c'est le cas des francs-maçons qui disent aussi nous sommes persécutés. Alors là on est dans le cœur de l'inversion, parce que autant les Juifs sont fondés à dire que finalement un peu partout on leur cherche des crosses, autant les francs-maçons non seulement on leur cherche pas de crosses, mais ils sont tout puissants à peu près partout. Ils font ce qu'ils veulent, et ils sont vraiment, on peut pas être, c'est difficile d'être moins persécutés que des francs-maçons. Par bonheur pour eux, entre 40 et 44, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit que la franc-maçonnerie, ça commençait à de l'affaire et qu'il fallait les liquider, moyennant quoi on leur a cherché des coups dans la tête. Je dois dire, je relisais récemment, enfin tout à l'heure d'ailleurs pour préparer cette conférence, le recueil des documents maçonniques 40-44 que Valiarakis avait publié il y a une quinzaine d'années, et on s'aperçoit à lire ça que la prétendue persécution des francs-maçons par Vichy est une énorme balançoire. C'est totalement bidon. Les francs-maçons étaient protégés, les réseaux maçonniques jouaient encore complètement, et que ce soit devant la justice,
devant la haute fonction publique, en politique et partout, les francs-maçons, sauf certains qui ont été déportés pour d'autres raisons, mais en général, les francs-maçons n'ont pas eu de gros problèmes à affronter pendant l'occupation. En tout cas, ils ont été beaucoup moins emmerdés que les Juifs, ça c'est tout à fait clair. Mais ça ne les empêche pas aujourd'hui de dire qu'ils ont souffert et qu'au nom de ça, ils méritent aujourd'hui le respect et la considération de leurs concitoyens, alors que jusqu'à plus ample informé, ceux qui étaient francs-maçons en 1940 ont disparu aujourd'hui, et comme la franc-maçonnerie ne s'hérite pas, eh bien ceux qui vivent aujourd'hui n'ont rien de commun avec ceux qui vivaient il y a 50 ans. Donc il ne peut pas revendiquer, il n'y a pas il ne peut pas y avoir de fils de déportés francs-maçons. Il n'y a pas de franc-maçon, fils de déportés francs-maçons, donc ce n'est pas une qualité qui s'hérite par la naissance. En revanche, c'est un système qui fonctionne de mieux en mieux et d'une façon de plus en plus intelligente. Car, curieusement, la franc-maçonnerie, pendant des années, a fonctionné sur le secret, qui était en quelque sorte le fondement qui était l'argument, plus exactement, qui était la justification de la persécution. Ou l'inverse. La persécution était la justification des secrets. C'est-à-dire qu'on disait, on est obligé de garder le secret sur notre appartenance maçonnique parce qu'autrement on serait persécuté. Seulement maintenant, vous avez des groupes entiers, notamment dans l'enseignement public, par exemple dans l'enseignement public un peu de haut niveau, dans l'inspection générale, où 90% des gens sont francs-maçons, donc ils n'ont même plus besoin de se cacher. Vous avez dans l'armée ou dans la gendarmerie, on peut considérer, ou dans la police, on peut considérer que dans la gendarmerie, à partir du grade de colonel, je pense que 75 à 80% des officiers sont francs-maçons. Dans la police, à partir du grade de commissaire divisionnaire, on peut considérer que 70 à 80% des policiers sont francs-maçons. Donc, ils n'ont absolument plus aucun besoin de se cacher. Ils peuvent tout à fait s'ouvrir. Et on en vient d'ailleurs à se poser la question, à quoi ça sert d'être franc-maçon aujourd'hui, puisque dans la haute fonction publique, tout le monde l'est. Donc c'est même plus une façon de sélectionner des élites, puisque toutes les élites sont maçonniques. Alors, à l'époque des fiches, par exemple, quand on publiait quand on publiait des fiches sur des officiers, en disant cet officier de chez nous, il faudrait envisager de lui donner un grade supérieur, on s'appuyait sur le fait que cet officier était exceptionnel, puisqu'il était franc-maçon alors que les autres ne l'étaient pas. Tandis que maintenant dans la police, par exemple, la question ne se pose même plus. Pratiquement tout le monde est franc-maçon. Donc c'est plus un critère de sélection. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert essentiellement à comment dirais-je, pour ne choquer personne, ça sert à fonder une mafia, j'espère que je choque personne. Non, oui. Tu ne diras pas cause de Cosmarie. C'est-à-dire que tout circule par là, exactement. On parlait de Crozemarie, enfin j'en parlais par de Crozemarie. Le système Crozemarie ne peut marcher que par les réseaux maçonniques. Autrement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe dans le système? C'est que vous avez des gens qui sont détenteurs d'un secret. Ce secret, c'est pas du tout le secret maçonnique, il n'y a pas de secret maçonnique. Le secret, c'est que les autres sont maçons. Je sais que vous êtes maçon, vous savez que je le suis, nous partageons le même secret. À partir de là, si nous partageons le même secret, nous pouvons partager d'autres secrets. Cet autre secret, c'est que je sais que vous êtes une crapule, vous savez que j'en suis une, par conséquent, on a tout pour s'entendre. Alors, dans l'histoire Crozemarie, c'est très simple. C'est, vous savez que je suis un voleur, je sais que vous savez que je suis un voleur, donc on va s'arranger entre nous. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous rendre service. Moi, là, en contrepartie, la seule chose que je vous demande, c'est de vous taire.